L'équipe de démolition arrive lundi, a annoncé l'oncle Gérard lors de la réunion du conseil de famille, pointant le plan de l'entrepôt comme un général ordonnant une frappe chirurgicale. Ton vieux hangar est une véritable verrue, Léa. Le bardage est rouillé, il n'y a aucune activité visible et les clients du complexe se plaignent de l'esthétique des lieux. La famille a voté. Nous avons besoin de cet espace pour créer un parking afin de soutenir les vraies entreprises du groupe. Mes cousins ont hoché la tête à l'unisson, pavant déjà mentalement ce qu'ils considéraient comme mon échec entrepreneurial, un bâtiment dont j'avais hérité de ma grand-mère et qui semblait vide depuis 3 ans. Mais pourquoi ai-je souri au lieu de protester ? Et pourquoi l'inspecteur de la sécurité de la mairie, arrivé pour l'autorisation de prédémolition, a-t-il immédiatement interrompu le processus par un appel téléphonique qui a rendu l'oncle Gérard livide ? Arrêtez tout. Ce n'est pas un simple entrepôt. La voix de l'inspecteur résonnait à travers la porte du hangar qu'il venait d'ouvrir. Elle gère un centre de données pour des géants de la technologie. L'équipement que je vois ici, le contrôle climatique, les systèmes de sécurité, l'infrastructure des serveurs, c'est du niveau professionnel. Il s'est tourné vers nous, son expression mêlant confusion et alarme. Les contrats que je vois ici valent des millions. Qui a ordonné cette démolition ? L'oncle Gérard a fait un pas en avant. J'ai l'autorité sur le complexe commercial familial. Ce bâtiment fait partie de l'ensemble. Ce bâtiment semble appartenir de manière indépendante à cette jeune femme et fonctionne comme un centre de données commercial, a rétorqué l'inspecteur. Vous ne pouvez pas démolir une entreprise en activité parce que vous voulez des places de parking. L'inspecteur a refermé son carnet. Je suce pas tout pour un examen juridique. Personne ne touche à cette structure tant que les droits de propriété ne sont pas clarifiés. L'expression confiante de mon oncle s'est effondrée et j'ai enfin pris la parole. Les droits de propriété sont parfaitement clairs. Mamie Hélène m'a légué cet entrepôt spécifiquement, en dehors de l'indivision familiale. Je l'exploite de manière indépendante depuis 3 ans. Et les contrats à l'intérieur valent environ 4,2 millions d'euros par an. Le complexe commercial de la famille Le Gall était une source de tension depuis le décès de ma grand-mère. Le domaine couvrait une grande partie d'une zone d'activité, une collection de propriétés commerciales accumulées sur 3 générations. Il y avait l'agence d'assurance de Gérard, le cabinet d'expertise comptable de mon cousin Bastien, l'agence immobilière de ma cousine Sandrine, et divers locaux en location qui généraient des revenus pour la holding familiale. Et il y avait ce hangar, l'horreur située au coin reculé de la propriété qui restait vide depuis mon héritage, du moins le croyait-il. Ma grand-mère m'avait laissé l'entrepôt spécifiquement parce qu'elle savait ce que j'en ferais. J'avais été la déception de la famille pendant des années. Alors que mes cousins poursuivaient des carrières libérales respectables, j'avais étudié l'informatique et m'étais volatilisé dans ce que la famille appelait mes trucs d'ordinateur, un terme méprisant pour un travail qu'ils ne comprenaient pas et ne respectaient pas. Quand vas-tu trouver un vrai métier ? Me demandait l'oncle Gérard à chaque repas de famille. Que fais-tu exactement avec tes écrans ? s'enquérait Sandrine, s'attendant clairement à quelque chose de dérisoire. C'est bien que tu aies des passe-temps, ma chérie, disait ma propre mère, la sœur de Gérard, avec cette condescendance particulière réservée aux enfants qui n'ont pas été à la hauteur des espérances. J'avais arrêté de m'expliquer il y a des années. Il ne voulait pas comprendre. Il voulait simplement m'écarter. Ma grand-mère avait été différente. Elle posait des questions, écoutait les réponses et reconnaissait quelque chose que mes parents et mes proches ne voyaient pas. Je bâtissais quelque chose de précieux, mais pas d'une manière qu'ils pouvaient mesurer. La transformation de l'entrepôt avait pris 18 mois. J'avais vidé l'intérieur, installé un système de climatisation industrielle, mis à jour le réseau électrique et construit une infrastructure de serveurs capable de soutenir les besoins informatiques de grandes entreprises. L'extérieur était resté inchangé délibérément. Le bardage rouillé, l'absence d'enseigne, l'apparence d'abandon, tout cela était intentionnel. Les centres de données sont des cibles pour le vol et le vandalisme. La meilleure sécurité est l'invisibilité. Mes clients ne se souciaient pas des apparences. Ils se souciaient de la disponibilité, de la sécurité et de la fiabilité. Mon installation offrait les 3 à des tarifs compétitifs par rapport aux grands fournisseurs, avec l'avantage supplémentaire d'un service personnalisé que les centres de données d'entreprise ne pouvaient égaler.
La verrue que ma famille voulait démolir hébergeait les données de 12 entreprises, dont 3 firmes technologiques majeures qui avaient trouvé mon installation par le bouche à oreille. La réunion de famille qui a suivi la visite de l'inspecteur a été explosive. Tu as exploité une entreprise dans le complexe sans en parler à personne. Le visage de l'oncle Gérard était rouge, oscillant entre la colère et l'embarras. J'ai exploité une entreprise sur ma propriété, ai-je répondu calmement. La propriété que grand-mère m'a laissée spécifiquement, séparée de la gestion familiale. Nous n'en avions aucune idée. Vous n'avez pas demandé. Vous avez supposé que j'échouais parce que c'est ce que vous attendiez de moi. Vous avez programmé une démolition sans me consulter parce que vous pensiez que je n'avais pas assez d'importance pour être consulté. Le bâtiment avait l'air abandonné. Le bâtiment avait exactement l'air que je voulais qu'il ait. Invisible, inintéressant, sécurisé. J'ai sorti la documentation que j'avais préparée exactement pour ce moment. Voici l'acte notarié prouvant ma propriété exclusive. Voici ma licence commerciale. Voici les polices d'assurance. Voici les contrats actuellement en vigueur. La famille a fait circuler les papiers en silence. 4,2 millions. Mon cousin Bastien, le comptable, semblait sincèrement stupéfait. Tu génères 4,2 millions avec ce vieux hangar ? C'est le chiffre d'affaires, pas le bénéfice. Mais oui, l'industrie des centres de données est lucrative si l'on sait ce que l'on fait. Pourquoi ne nous as-tu rien dit ? Pourquoi l'aurais-je fait ? Vous avez clairement fait comprendre il y a des années que mes activités numériques n'étaient pas une vraie carrière. Vous avez rejeté chaque tentative que j'ai faite pour expliquer mon travail. Vous avez littéralement ordonné la démolition de mon bâtiment sans même demander s'il était occupé. J'ai laissé le silence s'installer. Vous ne vouliez pas savoir ce que je faisais. Vous vouliez croire que j'échouais. La tentative de démolition a eu des conséquences juridiques. Même si aucun dommage n'avait été causé, la tentative de la famille de détruire ma propriété sans autorisation a soulevé de graves questions. J'ai consulté une avocate spécialisée dans les litiges immobiliers. Ils ont programmé la démolition d'un bâtiment qui ne leur appartenait pas, contenant du matériel valant des millions et hébergeant des données protégées par les réglementations européennes sur la vie privée, a-t-elle déclaré en secouant la tête. Si cette équipe avait réellement commencé le travail, vous feriez face à une responsabilité massive, des ruptures de contrat et potentiellement des poursuites pénales pour destruction de données protégées. Ils ne savaient pas ce qu'il y avait à l'intérieur, ai-je précisé. L'ignorance n'est pas une défense pour détruire une propriété que l'on ne possède pas. Ils auraient dû vérifier la propriété et le contenu avant de planifier quoi que ce soit. Elle a marqué une pause. Voulez-vous engager des poursuites ? Pas encore. Je veux voir comment ils réagissent d'abord. La réaction de l'oncle Gérard a été prévisible, une gestion des dégâts déguisée en réconciliation. Nous avons manifestement fait une erreur, a-t-il déclaré lors d'une réunion de famille de suivi. Nous aurions dû mieux communiquer. Mais Léa, tu dois comprendre. Tu as été si secrète sur ton travail. Comment étions-nous censés savoir ? Vous n'étiez pas censés savoir. C'était tout l'intérêt. Mon entreprise est distincte du complexe familial. Ma propriété est séparée de l'indivision. Je ne vous dois aucune transparence sur des opérations qui n'ont rien à voir avec vous. Mais nous sommes une famille. Une famille qui a programmé la démolition de mon bâtiment sans demander la permission. Une famille qui a voté pour détruire mon bien pour des places de parking. Une famille qui a supposé que j'étais une ratée sans jamais vérifier. J'ai gardé une voix monocorde. C'est la relation familiale que vous avez établie. Ne vous attendez pas à ce que je partage soudainement mes détails financiers parce que vous réalisez enfin que je réussis. L'enquête sur les limites de propriété a révélé des complications supplémentaires. Quand grand-mère m'avait laissé l'entrepôt, elle m'avait aussi laissé le terrain sur lequel il reposait. Un terrain qui incluait une bande de terre actuellement utilisée comme accès pour d'autres propriétés familiales. La famille avait supposé que cet accès faisait partie des avoirs de la holding. Ce n'était pas le cas. C'était à moi. Vous dites que l'allée menant au parking est en fait sa propriété ? L'avocat de l'oncle Gérard semblait de plus en plus mal à l'aise pendant la réunion de révision. Selon le cadastre, oui,
la route d'accès traverse sa parcelle. Vous l'utilisez sans aucun accord de servitude. Nous utilisons cette route depuis 30 ans, ce qui pourrait établir une servitude par prescription, ou non. Cela dépend si l'usage était toléré ou contesté. Mon avocate a souri légèrement. Quoi qu'il en soit, cela clarifie le fait que cette propriété est entièrement indépendante de l'indivision familiale. Mademoiselle Le Gall a exploité son entreprise sur son terrain, utilisant son bâtiment sans aucune obligation d'en informer les administrateurs du groupe. L'oncle Gérard m'a regardé avec un regard neuf. Pas de l'affection, il n'était pas capable d'un tel changement, mais du respect peut-être, ou au moins de la méfiance. Que veux-tu, Léa ? Je veux que vous reconnaissiez que ma propriété est la mienne. Je veux un accord de servitude formel pour la route d'accès aux tarifs du marché. Et je veux des excuses pour avoir tenté de démolir mon entreprise sans consultation. Des excuses ? Vous avez essayé de détruire 4,2 millions d'euros de contrats et un équipement valant bien plus. Vous l'avez fait parce que vous supposiez que je n'avais aucune valeur. Oui, je veux des excuses. Le changement d'attitude de la famille a été immédiat et transparent. Soudain, j'étais invité à des réunions dont j'avais été exclu pendant des années. Soudain, mon avis sur les questions commerciales était sollicité. Soudain, des cousins qui reconnaissaient à peine mon existence voulaient prendre des nouvelles. Cette attention était aussi insultante que le mépris précédent. Tu ne m'accordais aucune valeur quand tu pensais que j'échouais, ai-je dit à Bastien lors d'une de ces tentatives transparentes de réseautage. Tu ne peux pas m'accorder de la valeur maintenant juste parce que tu sais que je réussis. Ce n'est pas juste. Nous ne savions pas. Vous n'avez pas demandé. Vous avez supposé. Et ensuite, vous avez essayé de démolir mon bâtiment. J'ai secoué la tête. La relation que tu essaies de construire maintenant aurait dû exister depuis le début. Il ne devrait pas falloir 4,2 millions d'euros pour que je mérite qu'on me parle. Le centre de données a continué de croître. L'histoire du drame familial s'était propagée dans mon réseau professionnel. Ces choses-là finissent toujours par se savoir. Et l'histoire avait généré une publicité inattendue. Un journal économique local a publié un portrait intitulé « Le succès caché de la tech, le centre de données que personne n'avait vu venir ». Cette couverture a attiré de nouveaux clients. 6 mois après la tentative de démolition, mes contrats étaient passés à 6,1 millions d'euros par an. J'étais en train de m'étendre dans une deuxième installation, celle-ci entièrement en dehors du complexe familial. La verrue que Gérard avait voulu démolir devenait la propriété la plus précieuse des environs. Les négociations pour la servitude ont révélé la profondeur du dysfonctionnement familial. L'oncle Gérard a essayé de revendiquer la route d'accès par usucapion, arguant que des décennies d'utilisation établissaient un droit de propriété. Ses avocats ont découvert que ma grand-mère avait explicitement accordé une permission écrite pour cet usage dans des documents qui empêchaient toute revendication de propriété par l'usage. Elle savait déjà à l'époque que sa famille pourrait essayer de s'approprier ce qui ne leur appartenait pas. Votre grand-mère était remarquablement prévoyante, a observé mon avocate. Elle a structuré votre héritage pour qu'il soit blindé contre les contestations familiales. Elle les connaissait mieux que moi. Elle savait ce qu'il ferait. Elle vous a aussi laissé une lettre. Le saviez-vous ? Je ne le savais pas. La lettre avait été conservée par le notaire avec pour instruction de ne la remettre que si la famille causait des ennuis à Léa au sujet de l'entrepôt. La lettre de ma grand-mère était datée de 3 ans avant sa mort. Ma chère Léa, si tu lis ceci, c'est que mon fils et ses enfants ont fait quelque chose de stupide concernant ton héritage. Je ne suis pas surprise. Ils t'ont toujours sous-estimé parce que tu es différente d'eux. Plus calme, plus technique, moins intéressé par les faux-semblants qu'ils considèrent comme le succès. Je t'ai laissé cet entrepôt parce que je savais que tu en ferais quelque chose de remarquable. J'ai structuré l'héritage pour te protéger exactement du genre d'ingérence qu'ils ont apparemment tenté. Ne les laisse pas diminuer ce que tu as construit. Ne les laisse pas s'attribuer le mérite d'un succès qu'ils ont essayé d'empêcher, et ne te sens pas obligé de partager tes réussites avec des gens qui ne t'apprécient que lorsque tu leur as prouvé ta valeur financière. Tu as toujours été ma préférée, bien que je ne pouvais pas le dire. Tu me rappelais moi-même à ton âge, sous-estimé par la famille, construisant quelque chose qu'ils ne pouvaient pas comprendre.
Quoi que tu aies créé dans cet entrepôt, je suis fier de toi. Quoi qu'ils aient essayé de faire, ne les laisse pas gagner. Avec tout mon amour, Mamie Hélène. J'ai lu la lettre 3 fois avant de pouvoir parler. Elle savait. Elle avait préparé le terrain. Elle m'avait protégé d'au-delà de la tombe, anticipant exactement le scénario qui s'était déroulé. La réunion de famille où j'ai présenté la lettre a été brève. Grand-mère a laissé ceci pour qu'il soit délivré si vous interfériez avec mon héritage. Elle a anticipé votre comportement. Elle l'a planifié. Je les ai laissés lire ces mots. Elle savait que vous me sous-estimeriez. Elle savait que vous essaieriez de prendre ce qui n'était pas à vous. Elle avait raison sur toute la ligne. L'oncle Gérard a rendu la lettre sans commentaire. La cousine Sandrine a essuyé des larmes qui auraient pu être sincères. Elle ne nous a jamais dit tout cela. Elle n'avait pas à le faire. Elle vous l'a montré par ses actions, par la façon dont elle a structuré sa succession, par ce qu'elle a protégé et ce qu'elle a laissé vulnérable. Vous n'avez simplement pas prêté attention parce que vous pensiez tout savoir. L'accord formel de servitude a été signé 3 mois plus tard. La famille paierait des frais d'utilisation de la route au prix du marché, soit 240 000 € par an. Pas une fortune, mais une reconnaissance des droits de propriété qu'ils avaient essayé d'ignorer. Plus important encore, l'accord établissait des limites claires. Ma propriété était la mienne. Mon entreprise était la mienne. L'indivision familiale n'avait aucun droit sur ce que j'avais bâti. Cela semble bien conflictuel, a commenté l'oncle Gérard en signant les documents. C'est devenu conflictuel quand vous avez programmé la démolition de mon bâtiment sans permission. Je ne fais que documenter les limites que vous avez essayé de violer. Nous sommes toujours une famille, nous sommes toujours parents. Le fait que nous soyons une famille dépendra de votre comportement à l'avenir. Jusqu'à présent, les antécédents ne sont pas encourageants. Le centre de données s'est agrandi 2 fois de plus au cours des 3 années suivantes. J'ai construit une 2e installation en dehors du complexe, puis une 3e dans une ville voisine. L'entreprise qui avait commencé dans le hangar de grand-mère est devenue un réseau régional de centres de données desservant des clients dans plusieurs départements. Le chiffre d'affaires annuel a atteint 18 millions d'euros. J'employais 47 personnes. Les trucs d'ordinateur que ma famille avait méprisés étaient désormais l'une des entreprises les plus prospères qu'un Legal ait jamais construite. L'ironie n'échappait à personne. L'agence d'assurance de l'oncle Gérard a fermé 2 ans après l'incident de l'entrepôt. Pas à cause de moi, mais parce que le secteur changeait et que Gérard ne s'était pas adapté. Il avait été trop occupé à gérer les politiques familiales pour remarquer que son modèle économique devenait obsolète. Il m'a demandé un prêt lors d'une de nos conversations de plus en plus rares. J'ai des problèmes de trésorerie. Juste une avance le temps que je me restructure. Quelle garantie offres-tu ? Nous sommes une famille, Léa. Je ne devrais pas avoir besoin de garantie. Tu as essayé de démolir mon bâtiment pour des places de parking. Tu as voté pour détruire mon entreprise parce que tu pensais que c'était une verrue. Tu as supposé que j'échouais et tu n'as jamais pris la peine de vérifier. J'ai secoué la tête. La famille est ce que l'on fait, pas ce que l'on est. Tu n'as pas agi comme un membre de ma famille. Je suis désolée pour cela. Vraiment, nous avons fait une erreur. Tu es désolé maintenant que tu as besoin de quelque chose. Ce n'est pas du remords, c'est de la stratégie. Il n'a pas obtenu le prêt. Son entreprise a fermé 6 mois plus tard. L'ironie des places de parking qu'il avait tant voulu, désormais inutiles, n'a échappé à personne. La dynamique familiale s'est stabilisée avec le temps, non pas dans la chaleur ou la réconciliation, mais dans une distance fonctionnelle. Ils avaient appris que je n'étais pas quelqu'un que l'on pouvait écarter. J'avais appris que leur approbation n'était pas quelque chose dont j'avais besoin. Le cabinet comptable de Bastien gère maintenant une partie de mes affaires. Il s'était avéré compétent, et garder certains travaux dans la famille faisait sens. L'agence immobilière de Sandrine gérait les propriétés pour mes opérations en expansion. Nous avions trouvé des moyens de travailler ensemble sans prétendre que le passé n'avait pas existé. L'entrepôt, la verrue d'origine, fonctionne toujours. L'extérieur reste délibérément peu impressionnant. L'intérieur bourdonne de serveurs traitant les données de dizaines de clients.
J'ai pensé à rénover l'extérieur pour qu'il corresponde à l'intérieur professionnel, mais il y a quelque chose dans le maintien du contraste qui me semble juste. Le bâtiment qu'ils méprisaient, qu'ils ont essayé de détruire, qu'ils pensaient sans valeur, est devenu plus précieux que tout le reste du complexe. L'apparence était trompeuse. C'était tout l'intérêt. La photographie de ma grand-mère est accrochée dans mon bureau. Pas le portrait formel qui apparaît dans les documents familiaux, mais une photo prise sur le vif pendant mon enfance. Elle rit à quelque chose que j'ai dit, ses yeux brillants de cette intelligence que ses enfants n'avaient jamais tout à fait hérité. Elle gère un centre de données pour des géants de la technologie. Les mots de l'inspecteur résonnent parfois quand je regarde cette photo. Le moment où la vérité a éclaté, le moment où les préjugés se sont effondrés. Grand-mère savait. Elle s'était préparée. Elle m'avait donné les outils pour construire quelque chose de remarquable et la protection nécessaire pour le garder à l'abri d'une famille qui ne voyait pas ma valeur. L'équipe de démolition n'est jamais venue. Le parking n'a jamais été construit. La verrue est devenue un empire. Et la famille qui avait voté pour détruire mon bâtiment a appris que celle qui restait discrète dans son coin était peut-être en train de bâtir quelque chose qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. Ils avaient programmé la démolition pour lundi parce que mon entrepôt était une horreur visuelle. Ils voulaient des places de parking pour leurs vraies entreprises. Ils pensaient que mon bâtiment était vide parce qu'ils pensaient que j'étais une moins que rien. L'inspecteur municipal a trouvé des serveurs valant des millions, des contrats de 4,2 millions d'euros par an et un centre de données plus précieux que tout le reste du complexe familial réuni. La verrue qu'ils voulaient démolir générait plus de revenus que toutes leurs vraies entreprises réunies. Grand-mère savait qu'ils tenteraient le coup. Elle avait préparé mon héritage pour survivre exactement à ce genre d'ingérence. Le bâtiment tient toujours debout, a toujours l'air abandonné, et bourdonne toujours d'équipements qu'il ne pourrait même pas concevoir. Le parking n'a jamais vu le jour. Certaines verrues valent vraiment la peine d'être gardées.